Diaspora FM, le journal. Vendredi 23 juillet 2021, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition des informations sur la 102.3. Voici les titres. Ce jeudi, les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche étaient en atelier pour la revue du plan annuel. Vous suivrez dans cette édition le compte rendu de Carnot François Rambouillet-Rintor. Et du côté du ministre de la Santé, c'est bien un rendez-vous avec la presse où Benjamin Mpati était face aux hommes des médias. Il a fait le point de l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Bénin. Et en Côte d'Ivoire, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel le 27 juillet. Voilà pour le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Haïssé. Bonsoir à toutes et à tous. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont retrouvés en atelier ce jeudi à la salle de documentation juridique de la Cour d'appel de Cotonou. C'est pour la revue du plan annuel de travail, une rencontre au cours de laquelle il était question de l'examen des performances enregistrées, de l'étude des principales difficultés rencontrées au cours de ces 3 derniers mois, suivant le compte rendu du Carnot François Rambouillet-Rintor. Même acteur, même exercice qu'au premier trimestre de l'année en cours, ces cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin procèdent à la revue du 2e trimestre de leur plan annuel de travail. Occasion pour le ministre Gaston Dossoui de rappeler le niveau d'exécution du PTA depuis sa mise en œuvre. Au second trimestre 2021, sur une dotation annuelle de 77,7 milliards de francs CFA, un montant d'environ 33 milliards a été engagé, soit un taux d'engagement de 42,72%. Contre 44,9% au 31 juin 2020. Dans ce registre, le programme Agriculture vient en tête avec 48,1% d'engagement, 35,2% d'ordonnancement. Le programme Élevage occupe la 4e place sur 4 avec 18,5% d'engagement. On note que les performances financières enregistrées à fin juin 2021 pas beaucoup varié par rapport à celles de 2020 à la même période. Selon le ministre en matière d'exécution physique, le PTA affiche un niveau d'exécution de 29,9% contre 34,4% en fin juin 2020. En matière d'exécution physique, le PTA-B au second trimestre 2021, le ministère affiche un taux d'exécution physique de 29,9% contre 34,4% à fin juin 2020. Cette performance est nettement en deçà de la cible de 50% pour la période sous revue. Le programme pilote de soutien aux services vient en tête avec 46%, suivi du programme agriculture qui affiche un taux d'exécution physique de 32,8%. Le dernier programme reste toujours le programme élevage qui enregistre la plus faible performance avec un taux d'exécution physique de 15,6% derrière le programme pêche et aquaculture qui affiche à son chrono 25% d'exécution physique. À l'ordre du jour de cet atelier, l'examen des performances enregistrées par chaque structure, chaque projet et les différents programmes en cours des mois d'avril, mai et juin. Les principales difficultés qui ont empêché l'exécution des tâches prévues seront également étudiées. Toujours au centre de documentation juridique de la Cour d'appel de Cotonou, les acteurs de la filière soja étaient en atelier de réflexion ce jeudi. La commercialisation sur le marché local et international du Bénin était au cœur des échanges. On retrouve encore une fois Carnot François Rambouillet-Rintor. Comment porter judicieusement la filière soja sur le marché local et international? C'est la grosse interrogation qui a suscité l'organisation et la tenue de cet atelier de réflexion qui s'est déroulé ce jeudi à la salle de documentation juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Devant les acteurs de la filière soja au Bénin, le ministre Gaston Dossoui précise l'objectif de ces assises. Cet atelier de réflexion qui se tient ce jour a pour objectif d'amener
tous les acteurs clés de la filière soja à cerner la problématique de sa commercialisation en vue de l'élaboration d'un mécanisme y afférent, de renforcer l'adhésion des producteurs de soja au dit mécanisme, d'adopter une feuille de route pour la mise en place diligente du mécanisme de collecte groupée et de gestion des flux, de recueillir les recommandations dans le sens d'une amélioration des actions projetées pour la commercialisation du soja. Selon le ministre, l'agriculture nourrit son homme et le producteur de la filière soja doit jouir des fruits de son labeur, d'où il faut non seulement produire qualité, mais il faut aussi organiser le schéma de collecte et de mise à disposition du soja. Nous devons non seulement produire qualité, mais nous devons organiser le schéma de collecte et de mise à disposition de cet or jaune pour que tout le monde en profite, le paysan au premier. C'est pourquoi vous devez avoir présent à l'esprit, à cet instant précis, qu'il est attendu de vous au cours de ces assises, un partage de vos expériences, une mise en commun de vos réflexions, afin que les attentes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soient comblées pour le bonheur des producteurs et la compétitivité de la filière. Il ne reste qu'à espérer que les résultats des réflexions issues de cet atelier servent de véritable support au développement de la filière soja au Bénin. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis dans la journée ce jeudi 22 juillet leur lettre de créance à son Excellence Patrice Talon, président du Bénin. Il s'agit de l'ambassadeur du Rwanda près le Bénin avec résidence à Accra, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud avec résidence à Cotonou, l'ambassadeur agréé de la République fédérative du Brésil et du nouveau nonce apostolique du Vatican avec résidence à Cotonou. Voici le point avec Arnaud Moriagua. De nationalité rwandaise, Madame Aïssa Kirabo Kassira est née le 13 décembre 1964 en Ouganda. Elle est titulaire d'un master de sciences vétérinaires en production et économie animale et a occupé plusieurs postes dans l'administration rwandaise. Elle représente désormais le Rwanda au Bénin. Nous sommes basés pour le moment à Accra. Nous espérons qu'après le Covid, nous allons pouvoir avoir l'opportunité de venir ici pour pouvoir travailler sur ces différents accords qui ont été déjà signés et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus concrets. J'aimerais également dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère, dans une phase où l'Afrique est en train de se développer. Le Bénin fait partie donc de ce processus de développement-là, tout comme le Rwanda, et je pense qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses pour rendre encore plus fier notre continent. Madame Robina Patricia Max, née le 21 janvier 1963, est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement à l'université Sussex au Royaume-Uni. En 2011, elle fut nommée ambassadeur de la République d'Afrique du Sud près la Thaïlande avec accréditation au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Nous avons pu effectivement discuter donc de tout ce qu'il y a comme fondation en termes de développement qu'il a pu mettre en place depuis son arrivée à la présidence de la République du Bénin. Il nous a également fait part donc de ses ambitions pour pouvoir renforcer tout ce qu'il y a déjà eu comme capital durant le premier mandat et les différents chantiers effectivement qui doivent continuer à être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés justement pour le deuxième mandat. Née le 28 juin 1955 à Alagoin Khas, Barkia, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt est diplômée en droit à l'Université de l'État de Rio de Janeiro en 1978 et de l'Académie diplomatique à l'Institut Rio Branco en 1983. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt était depuis 2014 ambassadeur du Brésil près le Burkina Faso. On apprécie beaucoup la culture africaine parce qu'on reconnaît notre culture dans la culture africaine, la musique, les instruments, les joies de vivre aussi. On a développé beaucoup de projets avec vous et modestement, parce que nous sommes un pays sud,
c'est-à-dire c'est la coopération sud-sud. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar au Royaume-Uni, Monseigneur Mark Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Diplômé en droit canonique, il a servi en mission dans les représentations pontificales en Équateur, en Hongrie et aussi à la section des affaires générales de la secrétairerie d'État au Saint-Siège. Je crois que le Saint-Siège valorise beaucoup la présence des efforts de l'Église catholique ici à Bénin. J'espère qu'avec ma présence et de l'annonciature apostolique, nous pouvons continuer de développer les bonnes relations d'amitié et de coopération. Depuis le 31 août 2019 jusqu'à sa nomination en qualité de nonce apostolique au Bénin, Monseigneur Mark Gérard Mills occupait le poste d'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des États américains. Le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, a fait le point de la situation de la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Aux professionnels des médias, c'était ce jeudi au cours d'un point de presse, Dr Benjamin Mpati a levé un coin de balle sur la gravité des cas obtenus ces derniers jours. Suivons un extrait de ses explications au micro de Aristide Setti. Vous le savez tous, cette pandémie continue de faire des ravages dans le monde. De même, elle est toujours présente au Bénin et ses effets sont visibles. En effet, des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8327 cas positifs, dont 8126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée entre autres à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. Les femmes africaines du réseau leader du Bénin, sous la houlette du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ont remercié le président de la République suite à son approbation du statut de l'Institut national des femmes en conseil des ministres. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jeudi dans un hôtel de Cotonou. Voici la déclaration lue par la présidente du réseau, Huguette Aplogan Dossa. Capitalisant les acquis de la première formule de cet organe, vous venez de donner une nouvelle impulsion à cet institut dénommé Institut national de la femme. Le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021 a décidé de le réorganiser entièrement en donnant un nouveau visage, de nouvelles missions ainsi que de nouvelles attributions. Dans sa nouvelle configuration, il devient un organe public, doté de personnalité juridique, de l'autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Quel honneur fait à la gente féminine. Monsieur le Président de la République, sachez que les femmes leaders du Bénin, à tous les niveaux, local, départemental et national, expriment leur satisfaction après l'annonce de la bonne nouvelle et se réjouissent du fait que désormais, un organe de si grande envergure pourra être le creuset de réflexion, d'action, de dénonciation et de justice en cas de violation des droits de la femme. Nous, femmes, membres du réseau Aouline Bénin, venons vous féliciter de vive voix et vous signifier notre entière disponibilité à travailler avec l'Institut aux côtés du gouvernement pour la promotion des objectifs de développement durable.
Aouline Bénin prend donc la ferme résolution de mettre au service de l'Institut les réflexions, les actions et les résultats du couvent des femmes nommées et élues, appelé Gbalé, de mettre en place un mécanisme de travail fluide entre l'Institut, le réseau Aouline, ainsi que les autres réseaux de femmes dans les 6 domaines d'intervention que sont la paix et la sécurité, la participation politique, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes et enfin la mobilisation sociale. C'est le lieu pour nous, membres de Aouline Bénin, de porter une fois encore à votre connaissance les chantiers urgents pour lesquels nous sollicitons déjà la collaboration de l'Institut national de la femme et qui constituent des priorités dont nous avions débattu avec la directrice régionale de ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre, lors de sa mission de travail au Bénin. En effet, il s'agit de la création de la représentation nationale de ONU Femmes au Bénin, le vote de la loi sur la parité, le lancement officiel au Bénin du programme relatif à la promotion de l'égalité hommes-femmes dénommé He4She. La journée mondiale de la population est célébrée tous les 11 juillet de chaque année civile. La célébration au plan national pour le compte de l'année 2021 a eu lieu dans la commune de Ouida, dans les départements de l'Atlantique et du littoral. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité les manifestations. Une célébration en différé intervenue ce jeudi 22 juillet. Maury Arnaud Agua, Hermé Juste Desfodji pour le reportage. Baisser le taux de fécondité en Afrique subsaharienne, c'est l'objectif visé par cette 32e édition de la Journée mondiale de la population. Le thème de la Journée mondiale de la population édition 2021 a été choisi pour rappeler à la communauté internationale les engagements qu'elle a pris pour assurer l'accès universel à la santé reproductive pour tous. Il s'agit des engagements pris à travers les objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030, l'Afrique que nous voulons en 2063 et les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement. Choisie pour abriter l'événement, la commune d'Abomey-Calavi a plaidé pour l'amélioration des services de santé, de la reproduction, surtout en cette période de pandémie. La célébration de la Journée mondiale de la population édition 2021 à Abomey-Calavi vient donc à point nommé et offre l'occasion de renforcer la sensibilisation des populations sur la santé reproductive, renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et les institutions internationales en vue d'accroître les financements en faveur des programmes de la santé reproductive. Au cours de cette assise, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur les thèmes de la Journée mondiale de la population. Précisons que le représentant du préfet de l'Atlantique a procédé à l'ouverture des travaux. Et puis avant de retrouver l'interactualité en prélude à l'anniversaire du décès de l'artiste Jonas Pedro qui va se dérouler le 12 août prochain, la conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 dans le Mono s'est déroulée dans un musée dédié à l'artiste à Lokossa. Voici le compte rendu de Jonas Bochi. Habituellement organisé dans les locaux de la préfecture de Lokossa, c'est ici au musée Jonas Pedro que s'est déroulée la conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 dans le département du Mono. À cette rencontre mensuelle entre le préfet et les directeurs départementaux, le directeur exécutif de l'ONG Art d'Afrique a été exceptionnellement invité pour présenter une communication sur le projet d'immortalisation de Jonas Pedro. Nous leur avons présenté le projet d'immortalisation de Jonas Pedro qui est en plusieurs phases. La première phase, nous venons de l'achever, c'est la réflexion de l'existant. La deuxième phase commence à partir de la commémoration du 17e anniversaire de son décès prévu du 11 au 13 août prochain. À la faveur de cette commémoration, nous aurons une table ronde le 12 août, jour anniversaire de son décès, une table ronde autour de laquelle nous allons échanger à travers des propositions d'immortalisation de l'artiste. Cette rencontre qui a également passé au peigne fin les résultats des examens scolaires de fin d'année dans le Mono s'est achevée par une visite guidée dans le musée. Bienvenue Milorin, préfet du Mono,
Mono à la fin de la visite. J'avoue que c'est la toute première fois que je rentre dans le musée rénové. Je suis très heureux de savoir que nous sommes en train progressivement de sauver les meubles. C'est bien d'aller au contact des œuvres de l'artiste, de voir son lit et sa robe dans laquelle il a poussé son dernier souffle, et sans oublier son tombeau qui est encore ici. Je voudrais appeler les uns et les autres, qu'il s'agisse des forces vives du département du Mono, que du Bénin tout entier, pourquoi pas de l'Afrique, à faire de cet espace un lieu touristique pour aller au contact de cette chaleur qui reste. Une collecte de fonds a été organisée sur place par le préfet du Mono pour venir en appui à l'ONG Art d'Afrique dans ses efforts d'exhumer les mérites de l'artiste Jonas Pedro. Les nouvelles africaines et internationales. En Côte d'Ivoire, le rendez-vous politique tant attendu aura lieu mardi prochain. Le président Alassane Ouattara invite son prédécesseur Laurent Gbagbo à le rencontrer au palais présidentiel. Le 27 juillet, les deux hommes ne se sont pas vus officiellement depuis leur face-à-face présidentiel de 2010 qui avait débouché sur une grave crise post-électorale. Laurent Gbagbo est attendu au palais présidentiel ce 27 juillet sur l'invitation du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Ces dernières semaines en Bolivie, les arrestations d'Haïtiens sans papier se multiplient. Les citoyens de l'île des Caraïbes se rendent au Chili, au Pérou et au Brésil. Et pour cela, ils doivent traverser le territoire bolivien à la merci des trafiquants. Ils ne terminent pas toujours. Le voyage, 56 personnes de nationalité haïtienne ont été arrêtées il y a quelques jours dans la ville d'Oruro pour avoir transité en Bolivie sans visa. 44 adultes et 12 mineurs des familles pour la plupart. Les travaux agricoles auxquels la majorité d'entre eux se consacraient au Chili sont désormais terminés. Il semblerait que la prochaine destination où il y a des opportunités de travail, c'est bien le Brésil. Un peu plus de 15 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, des funérailles nationales ont été organisées ce vendredi 23 juillet à Cap-Haïtien, grande ville du nord de l'île. Pour l'événement, une vaste estrade couverte a été aménagée sur cette propriété privée située à la sortie de la ville de Cap-Haïtien. C'est là que repose déjà le père de Jovenel Moïse, décédé l'année dernière. Le président sera inhumé à ses côtés. Le cercueil est exposé pendant donc les funérailles nationales auxquelles plusieurs délégations ont pris part ce vendredi. Eh bien, les délégations, les diplomates, des représentants de partis politiques ou d'institutions haïtiennes ainsi que des proches amis de l'ancien chef d'État. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Emmanuel Agboudielou à la mise en onde, chef d'édition, David Azonsou, présentation, Corneille Aïssé. Bonne soirée chez vous et par anticipation, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir et à lundi prochain. L'Afrique dans toute sa diversité culturelle. Diaspora FM.